Le 29 août 1995, dans une maison ordinaire de Springfield, dans l'Illinois, aux États-Unis, un appel parvient au service de police. À l'autre bout du fil, une voix signale qu'un drame vient de se produire. À l'intérieur de la maison, 2 corps gisent au sol. Les premières paroles évoquent une intrusion, suivie d'une violence brutale, puis d'une légitime défense. À leur arrivée, les premiers agents de police constatent une scène figée, presque trop limpide. À cet instant, tout peut s'expliquer en quelques phrases et tenir dans un récit simple. Mais une question s'impose déjà. Ce drame est-il vraiment aussi évident qu'il en a l'air ? Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie d'un drame que tout le monde a cru comprendre, mais qui s'est révélé plus complexe qu'il n'y paraissait. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Avant que cette affaire ne se réduise à une scène de crime, il y a d'abord l'histoire d'un couple qui s'inscrit dans une Amérique parfaitement ordinaire. À la fin des années 80, Mark Winger et Donna Brown se rencontrent à un moment de leur vie où la priorité n'est plus à l'expérimentation, mais à la construction. Mark est ingénieur, formé dans un domaine technique exigeant, habitué à la logique et aux règles qui doivent fonctionner sans faille. Il évolue dans un monde professionnel structuré, où chaque problème appelle une solution, où chaque situation peut être anticipée. Donna, de son côté, travaille comme technicienne dans un bloc opératoire. Elle évolue dans un environnement plus discret, où l'organisation et la fiabilité sont des qualités essentielles. Leur relation se construit sur cette complémentarité. Lui, rigoureux, cadré, tourné vers la performance et la stabilité professionnelle. Elle, plus tournée vers le foyer, le quotidien, la projection d'une vie familiale classique. Leur couple ne se bâtit pas sur des excès ou des élans impulsifs, mais sur une logique de continuité. Ils partagent des habitudes, des objectifs simples. En 1989, ils se marient. Ce mariage ne marque pas un tournant radical, mais la confirmation d'une trajectoire déjà tracée. Après le mariage, ils s'installent à Springfield, dans l'Illinois. Une ville de taille moyenne, où les quartiers résidentiels accueillent des familles qui cherchent à se fixer. Leur maison s'insère parfaitement dans cet environnement. À l'intérieur, la vie de couple s'organise autour d'une répartition des rôles clairs. Mark se consacre à sa carrière d'ingénieur. Donna, elle, prend en charge la gestion du foyer, l'organisation du quotidien. Aux yeux de leur entourage, ils incarnent un couple stable, bien intégré dans sa communauté. Les années passent ainsi, sans événements marquants, jusqu'à ce qu'une question s'impose de plus en plus dans leur vie commune, celle de l'enfant. Ils font alors le choix de l'adoption. En juin 1995, une petite fille nommée Bailey arrive dans leur vie. Dès son entrée dans le foyer, la petite Bailey modifie immédiatement la structure de la maison. Leur quotidien se réorganise autour d'elle. Donna s'investit pleinement dans ce nouveau rôle de mère, consacrant l'essentiel de son temps à cet enfant. Mark, de son côté, intègre cette nouvelle donnée dans une organisation toujours très maîtrisée, continuant à avancer selon des schémas précis. De l'extérieur, l'image est celle d'une famille normale qui semble avoir trouvé son équilibre. À ce moment-là, rien ne permet d'imaginer que cette structure, apparemment solide, va bientôt être ébranlée. Le 29 août 1995, le standard de la police de Springfield reçoit un appel en provenance d'une maison située dans un quartier résidentiel banal. À l'autre bout du fil, un homme se présente comme le propriétaire du domicile en question. Il est visiblement paniqué. Il explique qu'il vient de rentrer chez lui et qu'il a découvert une situation grave. Il dit avoir trouvé sa femme au sol. Il précise qu'elle ne répond pas
Il ajoute qu'un autre homme se trouve également à terre. L'opérateur lui demande de décrire ce qu'il s'est passé. L'homme explique alors qu'un individu se serait introduit dans le domicile en son absence. Selon ses déclarations, sa femme aurait été attaquée avec un objet contondant. Il précise le mot marteau. Il indique qu'en découvrant la scène, il a compris que l'homme était dangereux. Il dit avoir utilisé une arme à feu pour mettre fin à la menace. On lui demande s'il y a d'autres personnes dans la maison. Il répond que non. On lui demande si des soins médicaux peuvent être prodigués. Il répond que sa femme ne réagit pas. Concernant l'autre homme, il dit qu'il ne bouge plus. L'opératrice donne des consignes précises. Poser l'arme, ne rien toucher, sortir si nécessaire, attendre l'arrivée des unités. L'homme confirme avoir compris. À ce stade, pour le service de police, les éléments transmis sont cohérents. Le récit est clair, les informations s'enchaînent sans contradiction apparente. Les patrouilles de police les plus proches sont immédiatement dépêchées. Quelques minutes plus tard, les premiers agents arrivent dans la rue. Ils ne constatent aucune agitation particulière, pas de voisins rassemblés. Ils s'approchent du domicile avec prudence. L'homme qui a passé l'appel est présent. Il se conforme aux instructions. Il indique où se trouvent les corps. À l'intérieur, les agents découvrent une femme étendue au sol. À proximité, un homme touché par balle. Une arme à feu est identifiée. Un marteau est également présent dans la pièce. La disposition générale des lieux ne présente pas de signe immédiat de désordre majeur. L'homme répète sa version des faits aux premiers intervenants. Il explique qu'il n'était pas présent au moment de l'attaque, qu'il est rentré et a découvert la situation, qu'il a réagi pour mettre fin à une menace qu'il jugeait immédiate. Les agents de police écoutent, prennent note, observent. À ce moment-là, rien ne semble en contradiction directe avec le récit fourni. Pour les forces de l'ordre, l'intervention prend la forme d'un drame domestique, consécutif à une intrusion. Une affaire grave, mais dont les contours apparaissent déjà définis. Le dossier est ouvert, les procédures s'enclenchent, et à cet instant précis, pour la police, l'histoire semble tenir debout. Dans les heures qui suivent l'intervention, la police de Springfield commence à formaliser ce qui va devenir la version officielle des faits. L'homme qui a passé l'appel est identifié comme Mark Winger, âgé de 32 ans, propriétaire du domicile. La femme découverte au sol est identifiée comme Donna Winger, son épouse. Le second corps est celui de Roger Harrington, chauffeur, âgé de 28 ans. Selon la version donnée par Mark Winger aux premiers intervenants, puis aux enquêteurs, il n'était pas présent au moment de l'agression. Il déclare être rentré chez lui et avoir découvert sa femme grièvement blessée à l'intérieur de la maison. Il explique que Roger Harrington se trouvait encore sur les lieux, armé d'un marteau. Selon ses déclarations, Harrington se serait introduit dans le domicile après avoir accompagné Donna à son retour de voyage. Mark Winger affirme qu'il a compris immédiatement qu'il s'agissait de l'auteur de l'attaque. Il déclare avoir craint pour sa propre sécurité et avoir utilisé son arme à feu pour mettre fin à la menace. Il précise avoir tiré à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Harrington s'effondre. Cette version est consignée dans les premiers rapports. Les enquêteurs prennent en compte la disposition des lieux. Donna Winger présente des blessures compatibles avec les coups portés par un objet contondant. Un marteau est effectivement présent dans la pièce. Roger Harrington est retrouvé touché par balle. L'arme utilisée est identifiée comme celle de Mark Winger. Aucun signe d'effraction évident n'est relevé à ce stade, mais cet élément n'est pas considéré comme déterminant. La version retenue est celle d'une intrusion ayant mal tourné. Roger Harrington est présenté comme un agresseur qui aurait profité de la présence de Donna seule au domicile. Mark Winger est à ce moment-là considéré comme un témoin direct du crime et comme l'auteur d'un acte de légitime défense héroïque. Les enquêteurs ne relèvent pas d'incohérence majeure dans ses déclarations immédiates. Son comportement est jugé coopératif. Ses réponses sont précises, constantes, conformes à ce que la scène semble raconter. Dans les heures qui suivent, la police communique sur un drame domestique lié à une agression extérieure. Le nom de Mark Winger n'est pas associé à une suspicion criminelle. Il n'est pas arrêté, il n'est pas placé en garde à vue. Il est traité comme un mari ayant réagi courageusement face à une situation extrême. La mort de Donna est qualifiée d'homicide. Celle de Roger Harrington, d'usage légitime de la force.
Pour les autorités, à cet instant, l'affaire semble claire. Un chauffeur de navette d'aéroport devenu agresseur, une femme victime, un mari qui met fin à la menace. Cette version est celle qui va être enregistrée, classée et acceptée. Pour la police et la justice, l'histoire est close. Après la clôture officielle de l'affaire, à l'automne 1995, Mark se retrouve seul avec sa fille adoptive, âgée de quelques mois à peine. Aux yeux de la police, de la justice et de son entourage, il est un homme qui a survécu à une intrusion violente. Un veuf qui a perdu sa femme dans des circonstances brutales, mais qui a agi avec noblesse et courage. Dans les mois qui suivent, Mark reste dans la maison de Springfield, celle où le drame a eu lieu. Il reprend son travail d'ingénieur. Ses collègues le retrouvent dans un cadre professionnel qui, en apparence, n'a pas changé. Le passé est là, mais il n'est pas questionné. Pour s'occuper de sa fille, Mark engage une jeune femme pour l'aider au quotidien. Elle s'appelle Rebecca Simic. Elle entre dans la maison d'abord comme nounou. Au fil des semaines, sa présence devient régulière. Elle finit même par participer à l'organisation du foyer, à la vie domestique. Progressivement, la relation évolue. Ce qui commence comme une aide logistique prend une autre dimension. En 1996, moins d'un an après la mort de Donna, Mark Winger et Rebecca Simic se marient. Pour l'extérieur, ce remariage est rapide, mais il n'est pas considéré comme anormal. L'histoire qui domine est celle d'un homme qui tente de reconstruire un foyer pour son enfant. Après le mariage, le couple s'éloigne de Springfield. Il déménage. Une nouvelle vie commence dans un autre environnement, loin du lieu associé au drame. Puis le temps passe. Au fil des années qui suivent, Mark et Rebecca ont 3 enfants ensemble. Une nouvelle famille se construit, dans un cadre qui semble stable. Mark continue à travailler, Rebecca s'occupe des enfants. De l'extérieur, l'image est celle d'un homme qui a tourné la page, qui a refait sa vie, qui a laissé derrière lui les événements de 1995. L'affaire de la mort de Donna Winger et de Roger Harrington n'est plus qu'un dossier clos, rangé dans des archives. Elle n'est plus évoquée par la police, elle n'est plus discutée dans les médias locaux. Pendant plusieurs années, rien ne vient remettre en question cette stabilité retrouvée. Puis, en 1999, l'impensable se produit. Plusieurs années après que l'affaire ait été classée, alors que la version officielle est depuis longtemps acceptée et que Mark Winger a refait sa vie, un élément nouveau apparaît là où personne ne l'attendait. En 1999, une femme prend contact avec les autorités. Elle s'appelle Diane Schultz. Elle était une amie proche de Donna Winger. Lorsqu'elle se présente devant les enquêteurs, ce qu'elle dit ne porte pas sur la scène de crime, ni sur les détails techniques. Elle parle d'avant, de ce qui se passait dans la vie du couple. Diane Schultz révèle qu'elle entretenait une relation avec Mark Winger avant la mort de Donna. Cette information, à elle seule, ne suffirait pas à rouvrir le dossier. Mais Diane ne s'arrête pas là. Elle explique aux enquêteurs que Mark Winger lui aurait parlé de sa femme en des termes qui, avec le recul, prennent un autre sens. Selon son témoignage, il aurait évoqué à plusieurs reprises devant elle la possibilité que Donna disparaisse. Pas comme un plan formulé, mais comme une idée, une option. Une issue qui, selon lui, simplifierait beaucoup les choses. Ces paroles, prononcées avant août 1995, n'ont jamais été communiquées à la police à l'époque des faits. Diane Schultz explique pourquoi. Elle dit avoir gardé le silence par peur, par confusion. Parce que la version officielle était déjà installée, parce que Mark Winger était considéré comme un héros. Mais avec le temps, ce silence devenait trop lourd à porter. Lorsque les enquêteurs entendent ce témoignage, ils écoutent, ils notent. Pour la première fois, un élément introduit une motivation personnelle, là où jusqu'alors il n'y avait qu'un scénario d'intrusion. Pour la première fois, la mort de Donna n'est plus seulement liée à un agresseur extérieur, mais à une potentielle dynamique interne au couple. Ce témoignage ne détruit pas encore la version officielle, mais il l'endommage. Il oblige les autorités à se poser une question qu'elles n'avaient jamais formulée jusqu'alors. Et si l'histoire racontée en 1995 n'était pas complète? Et si l'acte présenté comme une réaction avait été précédé d'autres intentions? À partir de ce moment-là,
dans les bureaux de la police, le dossier se rouvre. Il ne s'agit pas encore d'une accusation, mais le récit change de nature. Ce qui était considéré comme une certitude devient une hypothèse. Et pour la première fois depuis des années, l'histoire de Mark Winger commence à grésiller. Après le témoignage de Diane Schultz en 1999, les enquêteurs ne peuvent plus se contenter du dossier tel qu'il a été classé. Ils reprennent les pièces une par une, comme on reprend un plan d'architecture pour vérifier si les mesures correspondent. D'abord, ils se concentrent sur la scène de crime elle-même. Ils reprennent les photos, les notes, les croquis, les rapports et les déclarations initiales. Tout ce qui, en 1995, a servi à valider la version de Mark Winger. Tout ce qui, à l'époque, paraissait cohérent. Ils ressortent les images prises le soir des faits, notamment des polaroïds réalisés sur place. En les examinant de nouveau, les enquêteurs se mettent à comparer ce que Mark Winger a dit dès le premier appel avec ce que les images montraient réellement au moment où la police est entrée. La position des corps, l'emplacement des objets, l'orientation des choses dans la pièce. Ils reprennent aussi la description de Mark sur la séquence des événements. Son arrivée, sa découverte, sa réaction, la menace, les tirs. Et c'est là que le dossier commence à tanguer. Les policiers commencent à repérer des petites incohérences qui, cumulées, finissent par former un problème. Ce qui ne colle pas, ce n'est pas un élément isolé, c'est la construction d'ensemble. Si Roger Harrington était un intrus, pourquoi certains éléments donnent l'impression qu'il n'était pas là par hasard? Si Mark Winger dit qu'il rentre et qu'il tombe sur cet homme, pourquoi la scène donne l'impression d'avoir été organisée pour raconter une histoire particulière? Il reconsidère aussi la question de la présence de Harrington chez les Winger. Il vérifie ce qui a été noté à l'époque, ce qui a été écarté trop vite. Et un élément prend de plus en plus de poids. Dans la voiture de Roger Harrington, les enquêteurs retrouvent un papier contenant l'adresse des Winger. Ce détail, au lieu de confirmer une intrusion, suggère plutôt une autre possibilité, celle d'un rendez-vous. À partir de là, toutes les questions changent de nature. On ne parle plus d'un homme qui se serait introduit par hasard, on parle d'un homme qui a un motif d'être là. Les enquêteurs reprennent alors le fil de la journée, du 29 août 1995. Mais cette fois, ils ne se contentent pas du récit de Mark. Ils reconstruisent. Ils réécoutent l'appel du 911 pour en extraire des points concrets. Les mots utilisés, l'ordre des informations, la manière dont le scénario est présenté. Ils réexaminent le marteau, sa place, son rôle dans le récit et sa façon dont il s'intègre au reste. Ils revoient les rapports médicaux, les constatations et ce qui peut ou non être compatible avec la séquence racontée. Ils recroisent les déclarations, ils cherchent les contradictions, mais aussi les omissions. Ils repèrent ce qui est constant et ce qui change selon les questions. Et là, une certitude s'installe progressivement, sans besoin de grands discours. La version officielle de 1995 ne tient plus avec la même évidence. Pas parce qu'un enquêteur sent quelque chose, mais parce que la logique pure commence à s'opposer au récit. Chaque pièce prise séparément peut paraître anodine, mais ensemble, elles dessinent une autre configuration. Et à partir de ce moment, l'enquête change de statut. Elle ne cherche plus à comprendre un drame, elle cherche à vérifier si ce drame a été raconté tel qu'il s'est produit ou tel qu'on voulait qu'il paraisse. Au début des années 2000, après plusieurs mois de relecture méthodique du dossier, les enquêteurs ne sont plus dans l'hypothèse. La version officielle de 1995 a été testée, comparée, décomposée. Elle ne résiste plus à l'analyse. Chaque élément qui, à l'époque, avait été accepté sans discussion est désormais examiné comme une pièce potentiellement trompeuse. À ce stade, la police ne travaille plus seule. Le dossier est transmis au procureur. Le statut de Mark Winger change sans qu'il n'en soit informé immédiatement. Il n'est plus un veuf ayant agi sous la contrainte, il devient un homme dont le récit est considéré comme potentiellement mensonger. Pour la justice, la question n'est plus de savoir si la scène peut correspondre à une intrusion, mais si elle a été construite pour y ressembler. Le procureur passe en revue la totalité de la chronologie. Peu à peu, une thèse se dégage. Selon cette nouvelle lecture, Donna Winger aurait été tuée par son mari.
Roger Harrington aurait ensuite été attiré au domicile, puis abattu pour donner à l'ensemble l'apparence d'une intrusion violente. Le mobile. Mark entretenait une relation extra-conjugale et il souhaitait se simplifier la vie en retirant sa femme de l'équation. Cette thèse n'est pas encore publique, mais elle est suffisamment solide pour être présentée à un grand jury. En 2001, le grand jury rend sa décision et un mandat d'arrêt est émis contre Mark Winger pour double meurtre. À partir de cet instant, le dossier bascule définitivement. L'homme qui pendant plus de 5 ans a vécu en totale liberté n'est plus protégé par la version officielle. Le 23 août 2001, l'arrestation a lieu sans mise en scène particulière. Mark Winger est interpellé et placé en détention. Pour son entourage, c'est une rupture brutale. L'homme qui avait été présenté comme un survivant héroïque est désormais désigné comme un monstre. Pour Mark Winger, c'est un coup d'arrêt brutal à une vie bâtie sur un mensonge. En 2002, après plusieurs années d'enquête et de préparation, Mark Winger comparaît devant la justice de l'Illinois pour le meurtre de sa femme, Donna Winger, et celui de Roger Harrington. Le procès s'ouvre dans un climat de rupture totale avec le récit de 1995. Dès les premiers jours, l'accusation pose sa thèse de manière claire. Ce qui a été présenté comme un acte de légitime défense était en réalité une mise en scène. Selon le procureur, Donna Winger a été tuée par son mari à l'intérieur de la maison avant l'arrivée de Roger Harrington. Ce dernier n'aurait pas été un intrus, mais un homme attiré sur les lieux, puis abattu pour donner de la crédibilité à un scénario d'agression extérieure. L'accusation s'appuie sur une relecture complète de la scène de crime. Les photos sont projetées, les positions des corps sont détaillées. La logique des déplacements est expliquée pas à pas. L'adresse des Winger retrouvée dans la voiture de Roger Harrington est introduite comme un élément clé contredisant l'hypothèse d'une intrusion improvisée. L'accusation rappelle aussi le contenu de l'appel au 911, la structure du récit, l'ordre des informations données et la cohérence apparente qui, selon elle, cache une préparation en amont. Le moment central du procès reste le témoignage de Diane Schultz. À la barre, elle raconte sa relation avec Mark Winger avant août 1995. Elle décrit les paroles qui l'ont marquée, les évocations répétées d'une disparition possible de Donna et son silence après le drame. Pour l'accusation, ce témoignage fournit un mobile, là où jusqu'alors il n'y en avait aucun. La défense de son côté s'attache à décrédibiliser cette version. Elle présente Mark comme un homme qui a réagi dans l'urgence face à une situation qu'il ne comprenait pas. Elle insiste sur le temps écoulé entre les faits et la réouverture du dossier. Elle attaque la fiabilité du témoignage de Diane Schultz, mettant en avant sa jalousie face à sa nouvelle femme, son retard et ses années de silence. Mais au fil des audiences, le jury est confronté à une accumulation de détails qui, mis bout à bout, finissent par dessiner une autre histoire que celle de 1995. Après les plaidoyers finaux, le jury se retire pour délibérer. Le 9 mai 2002, le verdict tombe. Mark Winger est reconnu coupable du meurtre de Donna Winger et celui de Roger Harrington. La cour le condamne à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le récit accepté en 1995 s'effondre officiellement. Ce qui reste, ce n'est plus une version, mais une condamnation, et avec elle, la fin d'une histoire que tout le monde pensait avoir comprise. Fait étonnant, après sa condamnation, l'histoire ne s'arrête pas pour autant. Depuis sa cellule, Mark continue à agir. Au milieu des années 2000, les autorités découvrent qu'il a tenté de faire assassiner plusieurs personnes liées à son dossier. Parmi elles, Diane Schultz, dont le témoignage a joué un rôle central dans sa condamnation, ainsi qu'un autre homme impliqué dans l'affaire, Jeffrey Gellman, un ami d'enfance de Mark qui avait refusé de payer sa caution. Selon les enquêteurs, Mark cherchait à organiser ses meurtres en utilisant des intermédiaires malgré son incarcération. Ces démarches sont découvertes, documentées et donnent lieu à une nouvelle procédure judiciaire. En 2006, Mark Winger est de nouveau condamné, cette fois pour sollicitation de meurtre, et écope d'une peine supplémentaire de 35 ans de prison, qui s'ajoute à sa perpétuité. À la sortie de cette vidéo, Mark purge toujours sa peine dans la prison d'État de l'Illinois. Cette affaire ne parle pas d'une nuit qui tourne mal. Elle parle d'une histoire acceptée parce qu'elle était bien présentée.
d'un récit qui cochait toutes les cases. Pendant des années, personne n'a cherché plus loin, parce qu'il n'y avait en apparence aucune raison de le faire. C'est peut-être là que réside le vrai cœur de cette histoire. Pas dans le crime lui-même, mais dans la facilité avec laquelle une vérité peut être admise, tant qu'elle semble logique. Ce dossier rappelle une chose essentielle. Ce qui paraît évident ne l'est pas toujours. Parfois, la menace ne prend pas la forme que l'on attend. Elle attend, et quand elle est enfin regardée pour ce qu'elle est, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Ici, la justice a fini par parler, mais des années après que tout le monde ait baissé la garde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.